messieurs, est-ce possible que les huiles à graines soient parmi les causes élémentaires des maladies de civilisation? Maladies cardiovasculaires, hypertension, crise cardiaque, cancer, diabète du type 2, syndrome métabolique, obésité, Alzheimer, dégénérescence maculaire, et la liste va de plus en plus. Il se pourrait que les huiles végétales, bonnes pour le cœur, soient en fait, ironiquement, la première cause de maladie du cœur et aussi la cause principale de toutes les autres maladies de civilisation. Jetez un œil à ce titre d'un article de l'Université de médecine de Harvard, si vous le voulez bien. Aurais-je l'audace de questionner l'école de Harvard de santé publique et le département de nutrition de l'université de Tufts, et le département de nutrition de la clinique de Mayo, et l'association américaine pour le cœur? En fait, c'est exactement l'hypothèse que je vais vous présenter et défendre aujourd'hui, car je crois dans celle-ci. Aussi, pourquoi je pense cela? Dicton de Paracelsus, la dose fait le poison. Et nous consommons ces pro-oxydants et pro-inflammatoires, ces huiles pro-inflammatoires de graines toxiques en doses massives, et la consommation s'est répandue dans le monde entier. Et le monde entier devient en surpoids, obèse et malade. Et ce n'est pas de leur faute. Ma charge à vous aujourd'hui est que pendant que l'alimentation transformée conduit virtuellement à toutes les maladies chroniques, parmi les composants de l'alimentation transformée, il n'y en a que 4. Ce sont les huiles à graines qui sont les principaux conducteurs. Ils sont des poisons biologiques totalement et simplement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment et pourquoi. Aussi, mes liens financiers. Je suis un auteur de livres, je suis chercheur et je suis président fondateur de la fondation CURE pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et je ne reçois aucune compensation pour aucun de ces rôles. Aussi, j'ai apparemment quelques intérêts financiers. C'est pas vraiment vrai. J'ai besoin de manger aussi. De toute façon, ce que je vais vous soumettre, c'est qu'il y a 2 conducteurs principaux de l'obésité et de maladies chroniques. Et c'est l'aliment carencé et leur toxicité. Mais il n'y a qu'une source pour celle-là, et ce sont les aliments transformés. Aussi, je sais que ce n'est pas nouveau pour vous, mais c'est d'une importance si fondamentale et si critique. Et si vous pensez cela, et si vous entrez cela dans votre tête, l'alimentation transformée est le seul conducteur d'aliments carencés et toxiques. Et je ne crois pas que nous y apportons suffisamment d'importance aux carences de ces aliments et leur toxicité. Maintenant, si vous regardez au pourcentage d'aliments transformés que consomment les Américains, tout ce qui est dans le rouge, vous pouvez voir, en 2009, 63 à 74% de l'alimentation des Américains est faite d'aliments transformés. L'alimentation transformée est seulement 4 choses. L'huile végétale, les gras saturés trans, les sucres raffinés, les sucres blancs. D'accord. Cette nourriture n'a virtuellement aucun nutriment. Vous n'obtenez pas de vitamines à partir de cette nourriture. Elle est également très déficitaire en minéraux. Cela veut dire que nous avons seulement 29% de notre nourriture pour nous donner tous les nutriments. Et nous n'avons même pas encore parlé de la toxicité de l'alimentation transformée. Et nous pouvons avoir beaucoup de toxicité avec l'huile végétale polyinsaturée, les corps gras trans et aussi le fructose. J'ai été dans l'école de médecine de 1986 à 1990 et je vais vous apporter un peu plus d'histoire sur la médecine dans les 4 à 5 minutes qui viennent que je n'ai eu en 4 ans d'études médicales. Je vous promets. Je pense que c'est d'une importance critique. Lorsque l'on regarde à cela, nous faisons le lien entre la nourriture. C'est puissant. Voilà ce qu'on voit d'habitude. Le monde devient de plus en plus gros et les États-Unis montrent le chemin. Nous gagnons cette course. Et ici, où les recommandations en diététique furent introduites en 1980. Et nous savons que le total de calories absorbées a augmenté de plus ou moins 250 calories par jour. Tout le monde a probablement vu cela.
Et ce qui vient après, comme vous pouvez le voir, les glucides ont augmenté, les graisses ont baissé. Donc les glucides sont problème, d'accord? Pas si vite. La composition des graisses ici est toujours en train de changer. Et c'est le point que je veux vous montrer aujourd'hui. Maintenant, ceci est le document de Jones de 1900 à 2011. Il nous montre que, en 1900, les trois principales cas de mortalité étaient des infections. C'était des pneumonies, tuberculose, gastro-entérite. Alors qu'en 2010, les 7 causes de mortalité sont des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, cancer, crise cardiaque, Alzheimer, diabète du type 2, etc. Ainsi, nous regardons les maladies cardiaques des 200 dernières années. À partir du document de Jones, nous savons que la ville de Boston, en 1811, il n'y avait aucune de mortalité de cœur répertoriée. Il y a eu 25 morts subites, probablement la plupart étaient des cardiovalvaires. Durant le 19e siècle, il y a eu 8 documents internationaux qui reportent les maladies de cœur comme extrêmement rares. En 1897, Sir William Osler, célèbre physicien de Johns Hopkins, il raconte que dans ses 21 années précédentes dans le milieu hospitalier, il n'a vu que 6 angines de poitrine et jamais une crise cardiaque. En 1900, le document de John nous dit que 12,5% de personnes meurent de maladies cardiovasculaires et c'était quasi toutes les cardiaques valvaires. C'était des endocardites endocardites liées aux infections de syphilis. Ce n'était aucunement des maladies liées à des artères coronariennes. 1912, John Harry publie le premier cas connu des crises cardiaques documentées avec autopsie aux États-Unis. 1930, les maladies de cœur deviennent la cause principale de maladies virtuellement inconnues 30 ans auparavant. En réalité, John Eric publia le document sur les crises cardiaques. Cela prit 10 ans pour commencer à être pris avec sérieux. On avance jusqu'à 2010, on obtient 32% des Américains qui meurent d'attaque cardiaque, une mort sur 3. Cancer, Boston, 1811. Une personne sur 180 meurt de cancer. 1900, ça augmente à un mort sur 17 aux États-Unis. 2010, 31,1% des personnes meurent du cancer. C'est presque encore une personne sur 3. L'augmentation ressemble à cela. Ce que j'entends tout le temps est « oui, mais nous mourrons plus vieux ». Mais laissez-moi vous expliquer que devenir plus âgé n'explique pas cela. Laissez-moi très rapidement vous expliquer. J'ai écrit là-dessus et parlé là-dessus. Laissez-moi vous donner 2 statistiques très rapides. Sur l'année 1800, 43,3% des enfants ne vivaient pas au-delà du 5e anniversaire. En 1900, ce n'était guère mieux. 36,2% des enfants ne vivaient pas au-delà de leur 5e anniversaire. Et 4% des femmes mouraient en donnant naissance, ce qui fait chuter l'espérance de vie de manière drastique. Et c'est pour cela que c'est aussi bas. Retournons au cancer. Le cancer a été multiplié par 62 en 200 ans. Ok ? Que dire du diabète ? Du type 2. Nous savons que le 19e siècle, le diabète de tout type était rare et que présumément rare pour toute la période avant. 1935, il augmente à 0,37%. Il continue d'augmenter. Nous sommes à 9,4% en 2015. Cela est 25 fois plus que le diabète du type 2 en 80 ans. Que dire sur l'obésité? 19e siècle, nous savons que l'obésité était de 1,2% pour les hommes âgés de 18 à 80 ans dans les prisons du Texas et du Nebraska. Regardez ceci pour 1960, alors que l'obésité était de 13%, cela était déjà une croissance multipliée par 10. Quand on pense que nous étions minces, cela continue d'augmenter. En 2015, nous étions à 39,8% d'obésité. Cela représente une augmentation de 33 fois en 115 ans. Et nous sommes en route pour arriver à 50% d'Américains obèses en 2030. Cela a été publié par JAMA il y a quelques semaines.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge, ma sphère d'expertise. 1851 était lorsque cette maladie était découverte pour la première fois. Entre 1851 et 1930, nous n'avions pas plus de 50 cas de dégénérescence maculaire, ce qui est la cause principale de vision irréversible et perte de vue chez les personnes de plus de 65 ans. Pas plus de 50 cas dans toute la littérature internationale. Aujourd'hui, cette année, 2020, 196 millions de cas à travers le monde et en route pour atteindre 288 millions en 2040. Qu'est-ce que cela signifie? De retour au 19e siècle, une personne sur plusieurs milliers est atteinte et je vous dis, les vérifications étaient faites. J'ai lu tous les livres. Aujourd'hui, encore presque une personne sur trois, 29% de personnes atteintes depuis 1990. Ok? Ici, la croissance. Maintenant, nous allons traverser 200 années de notre histoire alimentaire. C'est vraiment une expérience globale sur les humains sans leur consentement éclairé, d'accord? Car personne n'a choisi. Sucre. De 1822 à 1999, le sucre s'est multiplié par 17. Nous savons que le sucre est un aliment déficient en nutriments. Suivant, et le plus important de tous, l'huile de graines de coton, a été introduite juste après la guerre civile aux États-Unis entre 1866 et 1867. C'est là que nous avons commencé à en consommer et c'est là où l'expérience humaine a réellement commencé. Vous allez voir pourquoi. 1880, nous développons la technique du broyeur à rouleau qui nous donne une farine blanche raffinée. Aujourd'hui, la farine représente 20% de l'alimentation mondiale. Aux États-Unis, 85% de cette farine est raffinée et déficient en nutriments. 1911, Procter & Gamble nous donne Crisco, corps gras trans. D'accord, nous y sommes, c'est la nourriture transformée, c'est ça. Nous avons tous les aliments transformés en place, essentiellement en 1911, et à partir de là, elle a décollé. Aussi aujourd'hui, aux États-Unis, 600 000 aliments transformés sont disponibles et la majorité d'entre eux sont faits à partir de ça. Entre 1939 et 1945, Weston Price fit le lien entre tout cela et nous informa très bien que les maladies occidentales étaient la conséquence de cette nourriture. Mais personne n'écoute. Et si vous regardez sur la droite de cette diapositive, notre propre USDA, ils le reconnaissent. Ces 4 aliments représentent 63% de l'alimentation des Américains. Vous comprenez? Ils le savent. Ils savent que c'est le problème. Les maladies de civilisation, DOC, ressemblent à cela. Revenons à 1818 pour un instant. Ceci est Elmer V. McCollum, chercheur en nutrition. Ici le livre qu'il a écrit, Les nouvelles connaissances de l'alimentation. C'est extraordinaire. Il couvre des milliers d'études réalisées sur les animaux. Il voulait vraiment savoir ce qui se passait au niveau de l'alimentation. Il voulait vraiment comprendre comment être en bonne santé. Je vais vous donner un exemple. Il a fait des études extraordinaires. Un exemple parmi des nombreuses études. Ils ont étudié la nourriture sur des rats. Les rats sont normalement sevrés autour de 25 et 26 jours. Ils ont mis 2 types de rats, ces 2 types de rats sevrés, sur une alimentation identique, excepté pour un des rats. Le rat sur la gauche a eu 5% d'huile de graines de coton. Le rat sur la droite a eu 1,5% de beurre. C'est tout le gras. Ils ont eu 1,5% et voilà ce qui est arrivé aux rats nourris de l'huile de graines de coton. Le rat qui recevait l'huile de graines de coton a grossi à 60% de leur taille normale et ont survécu 555 jours en moyenne. Ils sont devenus faibles, malades et petits. Les rats qui ont reçu du beurre ont grandi normalement, en bonne santé et ont vécu une moyenne de 1020 jours. Ils ont grandi le double de la taille, ont vécu 2 fois plus longtemps et sont infiniment en meilleure santé. Pourquoi? Vitamines liposolubles A, D et K. Vous comprenez? Celles-ci ne sont pas présentes dans aucune des huiles végétales et dans aucun type d'huile qui vient de plantes. Voyons maintenant ce qu'a dit McCollum en 1918. Regardez la partie que j'ai surlignée. L'alimentation doit contenir 2, jusqu'à présent non identifiés, groupes de substances ou substances. Une est liposoluble et une est hydrosoluble. Il écrit « Une d'elles est associée avec une certaine graisse et particulièrement abondante dans le gras du beurre, des œufs et des graisses des organes tels que le foie et les reins. » C'est toute cette fantastique nourriture saine qui est décrite ici.
Il écrit, mais ce n'est pas trouvé dans aucune des huiles végétales, même dans les bonnes huiles de graines de coton, de palme, de noyaux de palme, huile d'avocat, huile d'olive. Elles ne contiennent pas de vitamine A, D, N, K. D'accord? Elles ne sont pas là. Il continue. McCollum, 1918, il écrit « À la fois le gras qui favorise la croissance, qui est le beurre, et des traces de substances non identifiées dans l'extrait hydroalcoolique du germe de blé, qui est la vitamine B, sont nécessaires pour la croissance et le maintien de la santé. Nous n'avons pas seulement besoin de ces vitamines juste pour la croissance, nous en avons besoin aussi à l'âge adulte, et nous en avons aussi besoin à l'âge lorsque nous sommes âgés pour maintenir une bonne santé. Et je crois que c'est ce que nous avons constamment oublié, et particulièrement lorsque nous intéressons aux macronutriments. Regardons cette page maintenant, les huiles végétales. Elles ont beaucoup de noms aujourd'hui. Huiles végétales, les huiles de graines, aussi connues sous le terme de polyinsaturées, huile végétale, PUFA, huile corps gras polyinsaturée. Maintenant, le nouvel euphémisme, huile de plante, c'est juste pour semer le doute. Oméga 6 et aussi linoléique acide. Si vous ne le savez pas, linoléique acide, c'est le 18e carbone de l'oméga 6 qui est une sorte d'exemple. C'est le premier acide gras des huiles végétales. Il constitue 80% des acides gras. Maintenant, ici, le plus terrible, le plus mauvais, huile de soja, de maïs, de graines de coton, colza, pépins de raisin, tournesol, cartame, son de riz. Je l'ai dit 1 million de fois, ces huiles sont celles qui sont particulièrement dangereuses. Je suis désolé, nous devons accélérer. Ceci est la consommation d'huile végétale aux États-Unis essentiellement depuis le début. Observez, de 1866 jusqu'en 1909, on consommait 2 grammes par jour et par habitant. Puis cela a décollé, nous avons pris l'huile de soja et toutes les autres huiles. En 2010, nous sommes à 80 grammes par habitant et par jour. Nous sommes passés de 0 en 1865 pour tout le monde et depuis le début des temps à 80 grammes par jour en 2010. Laissez-moi vous dire, c'est une augmentation infinie en huile végétale. Beaucoup de personnes sont occupées de parler de recherche de Tony Bone, alors que la consommation d'huile de soja a été multipliée par 1000 entre 1909 et 1999. Mais toutes ces huiles est une augmentation infinie, 80 grammes par jour, mes amis. C'est 720 calories qui représentent 32% de calories à gérer aux États-Unis. Un tiers de notre alimentation provient de ces usines qui fabriquent ces huiles. Je ne peux pas vous dire combien c'est dangereux. En 1999% de nos graisses ajoutées venaient de ces animaux. Saindoux, beurre, suif de bœuf, suif essentiellement. Mais en 2005, 86% du gras ajouté viennent des huiles végétales. Et observez que les huiles végétales continuent d'augmenter. Regardez ceci. Ici, lorsque les recommandations alimentaires ont été introduites. Et souvenez-vous, notre consommation de graisse baissait et celle des glucides augmentait. Alors devenez quoi? Notre consommation de graisse animale est toujours en baisse et notre consommation de graisse végétale est toujours en train d'augmenter. Et la tendance est toujours à la baisse pour la consommation de graisse animale et toujours à la hausse pour la consommation de graisse végétale. Arrivé juste aux États-Unis, ici les pays développés, ils ont doublé leur consommation durant la période de 1963 à 2003. Ceci est dans le monde entier. Les pays en voie de développement ont triplé, le Japon par exemple 4,5 fois de plus, la Chine presque multipliée par 8. Et c'était il y a 17 ans. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les Asiatiques deviennent aussi malades que nous, n'est-ce pas? Ici, les graisses essentielles qui sont ajoutées à notre alimentation. L'huile de coco, le beurre, l'huile de palme, le saindoux. Les 4 premiers, regardez tout le rouge. C'est tous les corps gras saturés. C'est ce qui est sain. À partir des huiles de graines de coton jusqu'en bas, regardez, tout ce bleu, ce sont les huiles végétales et tout ce bleu sont les oméga 6, acides linoléiques. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si nous retournions en 1865, et que pour avant 1865 et pour le monde entier, nous verrons que les graisses proviennent essentiellement du beurre, du saindoux, du suif contenant 3 à 2% d'oméga 6. Donc en d'autres termes, ici tout le bleu, tous ces oméga 6 c'est aujourd'hui, et ici c'est en 1865. Alors qu'est-ce que cela nous fait?
1865, j'ai calculé ceci. C'est mon estimation de consommation en oméga 6. Avec 40% de consommation de graisse animale d'animaux traditionnellement élevés, 2,2 grammes par jour, moins de 1% de nos calories. Et vous pouvez voir que ça augmente. En 1909, nous arrivions 2% de nos calories, 4,84 grammes. 1999, nous sommes à 7% de nos calories, 18 grammes par jour. 2008, 11,8% de nos calories et 29 grammes par jour. Nous sommes passés de 2,2 grammes à 29 grammes par jour. Nous allons voir pourquoi c'est important, car nous ne pouvons pas brûler ce carburant comme il faut. Ce carburant est stocké. Il est utilisé comme signaux et molécules de structure, particulièrement dans les mitochondries. Ils n'ont pas pour objet d'être brûlés comme carburant. C'est pourquoi nous les accumulons. Je veux vous faire remarquer ici, les 2,2 grammes ne sont pas encore publiés, le seront dans notre prochain document scientifique. Néanmoins, cela est une augmentation par 12 en oméga 6, en l'espace de 145 ans. Une augmentation par 12. Ici, les maladies cardiovasculaires, et ceci est nos chiffres publics. Regardez les huiles végétales en noir en comparaison avec les maladies cardiovasculaires en rouge. Tout le monde observe une remarquable corrélation, n'est-ce pas? Que se passe-t-il pour les corps gras saturés dans le violet en comparaison avec les maladies cardiovasculaires? Pouvez-vous voir un lien entre les corps gras saturés et les maladies cardiovasculaires? Non. Les corps gras saturés sont quasiment restés plats pour tout le siècle. Il est légèrement augmenté de 5 grammes, d'accord? En fait, je vous soumets, si vous voyez un lien entre les corps gras saturés et les maladies cardiovasculaires, alors vous êtes prêts à croire qu'Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito sont en fait jumeaux. Il y a des groupes à travers le monde dont nous savons qu'ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires. Je ne vais même pas donner les noms de tous ces groupes, mais ils ont tous les choses en commun. Voyons 3 d'entre eux très rapidement. La tribu des Maasai, du Kenya et de Tanzanie. Juste pour que vous sachiez où est le Kenya et la Tanzanie à l'est de l'Afrique. Je vais juste vous dire, c'est à quoi ressemblent les guerriers Maasai. Ils sont fins, sains, avec des muscles secs. Ils sont en très bonne santé, n'est-ce pas? George Goodman et ses collègues autour de 1970 et 1972 les a largement étudiés. Maintenant, qu'est-ce que mangent les Maasai? Du lait, de la viande et du sang de leurs vaches. Ils élèvent des vaches en pâture. Les guerriers typiques boivent 3 à 5 fois 25 centilitres de lait cru entier par jour. Et leur lait contient entièrement des corps gras saturés. Ils prennent 3000 calories par jour. Ces gens pèsent en moyenne 58 kilos et se nourrissent à 66% de graisse animale. 33 à 45% de cela sont des graisses saturées, en moyenne 17% de glucides et 1,7% de graisse oméga 6. Ça, c'est le chiffre que je veux mettre en évidence depuis le début de cette présentation, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que George Goodman a trouvé? Ils ont fait 50 autopsies et 350 analyses de cœur. Pas de maladie cardiovasculaire, pas de crise cardiaque, sauf une possible maladie cardiaque silencieuse sur tout le groupe jusqu'à aujourd'hui. Alors que notre association américaine pour le cœur nous recommande pas plus de 5 à 6% de corps gras saturés, n'est-ce pas? Alors comment ces gens s'en sortent en consommant jusqu'à 45% de corps gras saturés? Bien, l'association du cœur aux États-Unis nous dit c'est un autre paradoxe, n'est-ce pas? La médecine conventionnelle nous dit fou! Ne saviez-vous pas que la graisse animale vous tuera? Ils vous diront que vous devez manger plus de graisse polyinsaturée provenant des huiles, comme les Américains. Ici avec les graisses animales, ici avec les graisses polyinsaturées. Allons sur l'île de Tokelau, dans le sud Pacifique, à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. 3 petites îles là-bas, 8 trous. Les Tokelau ont été étudiés en 1960, 70, 80. C'est très intéressant. Ici, leur alimentation, c'est de la noix de coco, du poisson, des féculents à base de tubercules et des fruits. C'est tout à fait une alimentation très simple. 54 à 62% de leurs calories proviennent de noix de coco et huile de noix de coco. L'huile de coco est 91 à 94,5% fait de corps gras saturés. Leur alimentation est de 53% de graisse. Une alimentation très riche en graisse, 48% de graisse saturée. Donc alors que les Maasai tiennent l'honneur des graisses saturées animales du monde, avec jusqu'à 45%, les Tokelau ont les
plus fort taux de consommation de corps gras saturé végétal avec l'huile tropicale jusqu'à 48%. Devinez quoi? 2% de leur alimentation est PUFA. Maintenant, le total de ce PUFA est oméga 6 et aussi oméga 3 ensemble. Où est leur PUFA à partir de... Ils obtiennent leur PUFA à partir de poissons et de coconuts. Cela veut dire que la moitié est faite d'oméga 3 et le reste c'est des oméga 6, seulement 1%. Encore une fois, c'est le chiffre que je souhaite mettre en avant. En 1982, ils ont étudié les hommes de 40 et 69 ans. Aucune attaque cardiaque, aucune obésité, aucun diabète dans la population. Ils sont fantastiquement sains. Cela ressemble un peu à une diversion, mais ce n'en est pas une. Ceci est l'oméga 6 linoléique acide dans nos tissus adipeux aux États-Unis de 1959 à 2008. Stéphane Guillette rassembla 37 études où ils ont effectué des biopsies de graisse d'Américains. La moyenne de nos oméga 6 linoléiques était en 1950 de 9,1%. Ceci est dans nos graisses. Savez-vous comment était notre obésité en 59-60? 13%. En 2008, l'acide linoléique dans nos graisses était de 21%. Je vous ai montré plus tôt qu'en 2008, notre alimentation en oméga 6 était de 11,8%. En d'autres termes, il quasi double dans nos graisses, parce qu'on accumule celles-ci. Elles s'accumulent dans nos cellules et dans nos mitochondries, et c'est là qu'elles font des dégâts, parce qu'elles sont polyinsaturées et qu'elles s'oxydent. 2008. Savez-vous quelle était notre obésité? 34%. Maintenant, la prochaine chose que je souhaite vous montrer. J'ai cherché pendant 3 ans pour trouver cela. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Quel était le taux d'oméga 6 dans les tissus adipeux de ceux qui suivent la même alimentation que nos ancêtres? N'importe qui dans le monde. J'ai finalement trouvé l'île de Tokelau, 3,8%. C'est en dessous du graphique. Rappelez-vous, leur oméga 6 de leur alimentation était seulement de 1%, 3,8%. C'est ce que nous devrions tous savoir pour nous garder en bonne santé. Une population de plus, Tukisanta. Papua-Nouvelle-Guinée, ce peuple a été largement étudié de 1966 à 68. La patate douce représente 90% de leurs calories. Ils vivent sur plus de 1000 sortes de patates douces. Ceci est l'une de leurs récoltes. Ils font occasionnellement la fête et mangent alors du porc et du poulet, mais ils mangent rarement leur porc. Ici, leur alimentation. 94,6% de glucides, 3% de protéines, 2,4% de graisse, 0,6% d'oméga 6. Ce chiffre encore, 0,6%. Maintenant, qu'ont-ils trouvé les concernant? Voilà ce qu'ils disent dans l'étude. La population était mince, en bonne santé physique et en bon état nutritionnel. Pas d'obésité, ni d'hypertension, pas de diabète. Les maladies cardiovasculaires sont rares ou absentes. Pas de dégénérescence maculaire. Sur 340 personnes âgées de plus de 40 ans, aucune. Maintenant, absence d'obésité. Si nous pensons que les glucides augmentent l'insuline et que l'insuline augmente la prise de graisse, comment expliquer cela? D'accord? Je vais juste avancer. Maintenant ici, qu'est-ce que ces populations saines n'ont pas? Pas de sucre, pas de farine raffinée, pas d'aliments transformés, pas d'huile végétale, bien sûr. Parlons de ratio du macronutriment. Est-ce que le pourcentage de glucides est important, considérant que nous sommes une alimentation ancestrale? Cela a-t-il de l'importance? Non. C'était 17% chez les Maasai et 95% chez les Turkisanta. Est-ce que les quantités de graisse, est-ce important? Là aussi, non. 2,4% de graisse totale pour les Turkisanta et 66% de graisse animale pour les Maasai. Qu'en est-il de la composition de la graisse? Est-ce que le corps gras saturé semble important pour eux? Pas d'importance. 1% en Turkisanta et 45% chez les Maasai, 48% chez les Mokelao. Qu'en est-il des graisses monoinsaturées? Pas d'importance non plus. 1% chez les Turkisanta, plus ou moins 53 et 65% chez les Maasai. Tous fabuleusement minces, en bonne santé, sans maladie cardiovasculaire. Maintenant, la grosse question. Qu'en est-il des oméga 6 PUFA? C'est l'éléphant dans la pièce. Je sais que les gens parlent de ça, mais de combien doit-il être? De 0 à 1,7%. Je ne pouvais pas faire l'écriture plus grosse que ça. J'ai essayé, mais
j'ai pas pu. 93 est aussi gros que c'est possible. Comparons cela avec la population occidentale. Ils ont 6, 7 jusqu'à 12% aujourd'hui dans leur alimentation. Rappelez-vous, nous étions à 7% dans les années 90. Maintenant, nous sommes à 12% en 2000. 11,8%. Maintenant, je ne sais même pas où nous en sommes. Mais nous en sommes plus haut que cela. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. Le problème est pro-oxydation d'un côté et toxicité de l'autre. Si on commence par la pro-oxydation, lorsque l'on consomme des oméga-6 en excès, comme cela se passe dans l'alimentation occidentale, il y aura un manque de nutriments. Mais ce qui est grave, c'est que cela se combine avec des espèces d'oxygène réactives comme le radical d'hydroxyle, que nous produisons une fois sur 20 à 10 par jour dans chaque personne. Ceci est le commencement d'une peroxydation catastrophique des lipides en cascade. Ces graisses polyinsaturées s'accumulent dans nos cellules, s'accumulent dans nos membranes, dans nos mitochondries. Cela cause une peroxydation par réaction. Je ne vais pas aller à travers toute la biochimie ici. Mais si vous voulez voir mon symposium d'une santé ancestrale, une présentation faite en 2019, l'année dernière, j'explique cette biochimie. Cela dégrade la cardiolipine et conduit à des échecs de transport de chaînes d'électrons et de phosphorylation oxydative. Le transport de chaînes d'électrons est l'endroit où nous créons 90% de notre énergie. Aussi, quelle est la conséquence d'un dysfonctionnement des mitochondries? Nous perdons de la production d'énergie. Et c'est pour cela qu'absolument tous nos problèmes de maladies cardiovasculaires, d'athérosclérose, diabète de type 2, dégénérescence maculaire, cancer ont tous la même cause. Ils ont tous un dysfonctionnement des mitochondries. C'est pour cela, maintenant, que la première chose qui arrive lors d'un échec de l'électron de la chaîne de transport, c'est qu'il commence à fabriquer des espèces réactives oxygène. Ce sont des radicaux d'hydroxyle et des superoxydes. Ceci va demander des années pour essayer de comprendre. Cela va créer des lipides catastrophiques où il renourrit une peroxydation des lipides. Puis la prochaine chose qui arrive, c'est la résistance à l'insuline, au niveau des cellules. Parce que c'est ce qui arrive. La cellule est tellement réactive à l'espèce d'oxygène et la chaîne de transport des électrons est en échec, la cellule devient malade, émet ses signaux d'arrêt et dit « je ne veux pas de glycose, je ne peux pas d'acide gras, je ne veux plus rien, je suis malade et je suis au lit. » Je ne peux pas faire cela, je ne peux pas travailler, d'accord? Donc maintenant, je suis résistant à l'insuline et cela aboutit sur le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et ainsi de suite. Mais ce que je vais vous soumettre, ce n'est pas que la consommation de glucides nous fasse grossir. Ce que je vais vous soumettre, c'est que même si nous ne pouvons pas le mesurer, la première chose qui arrive, c'est la résistance à l'insuline. C'est vraiment la première chose. Puis, vous commencez à développer des gouttes de lipides dans vos cellules, dans votre foie, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive après? Réduction d'acide gras, d'oxydation bêta parce que les chaînes de transport d'électrons ne travaillent pas. Maintenant, vous ne brûlez pas votre carburant pour faire de l'énergie comme il faut. Aussi, les personnes qui prennent du poids et qui deviennent malades à cause de cela sont ici maintenant dépendantes aux glucides. La glycolyse fonctionne, mais le cycle de Krebs et le transport d'électrons ne fonctionnent pas pour brûler les graisses et fournir de l'énergie comme il faut. Maintenant, il commence à stocker la graisse et cela conduit à l'obésité. Maintenant, la perte d'énergie conduit directement à la mutation de l'ADN du noyau des mitochondries. Qu'est-ce que cela apporte? Le cancer. Suivant, insuffisance cardiaque. Nous allons voir cela dans juste une minute. Le dysfonctionnement des mitochondries conduit directement à l'insuffisance cardiaque et cela à cause du fort taux d'oméga 6. Et il le fait en 3 semaines chez le rat. D'accord? Nous allons voir apoptose et nécrose des cellules mortes qui conduit aux maladies telles que la dégénérescence maculaire, Alzheimer et Parkinson. En haut à gauche, cette cascade de peroxydation catastrophique des lipides conduit à de l'aldéhyde toxique. Et je vais vous expliquer juste maintenant, vous allez voir. La plupart de l'acide linoléique, lorsqu'elle se peroxyde, elle développe les lipides hydroxyperoxydes et elle va rapidement dégénérer et donner tout cela. 4-hydroxynonénal, malondialdéhyde, acide linoléique métabolique oxydé, acroléine, carboxythiazide
méthylopyrrole. Voilà ce qu'elles font de façon collective. Cytotoxique, génotoxique, mutagénique, carcinogénique, athérogénique, thrombopénique et obésogénique. Juste si vous ne le saviez pas, athérogénique, cela veut dire athérosclérose et thrombopénique veut dire induisant des caillots. Si vous savez, cela est la cause des maladies cardiaques, des crises cardiaques. Ainsi, cela conduit à toutes les maladies de civilisation. Regardons maintenant à 3 études. La première est une étude avec une alimentation isocalorique. Ils mangent tous les mêmes calories. 3 groupes de rats avec une alimentation isocalorique sur 3 semaines, les mêmes quantités de protéines, graisses, glucides et graisses oméga 3. La seule variable, les graisses oméga 6. C'est une étude très bien conçue. Oméga 6, la seule variable. 3 groupes. Suite de bœuf, huile d'olive, huile de cartame. Vous pouvez voir que les oméga 6 vont de 4,4%, puis 7%, puis 36,6% pour l'huile de cartame, qui est la plus forte en oméga 6. Ici, vous pouvez voir que le bœuf, l'olive et le cartame apportent les mêmes calories, les mêmes taux de graisse, 59%. Ici, les oméga 6 que j'entoure en rouge. La partie intéressante sont les 4,4% d'oméga 6 pour le groupe bœuf et 36,6% pour le cartame. Regardez combien leur quantité de graisse a augmenté pour le groupe de rats sur cartame sur 3 semaines, 54,5%. Qu'est-ce que cela nous apporte? Il faut que je pointe ici, les 4,4% sont trop hauts. Et je vous montre pourquoi. Car ils ont ajouté de la graine de lin. Ici, ce qui s'est passé pour ces rats en 3 semaines, tous les rats ont pris du poids. Mais le groupe graisse de bœuf est le plus bas. Le groupe huile d'olive a pris 9,6%, ce qui représente 6,7 kg, équivalent pour les humains. Le groupe cartame a gagné 15,6%, ce qui représente 10,88 kg d'équivalent pour les humains. Comment cela est possible? Ils ont reçu les mêmes calories, ils consomment les mêmes calories. J'ai un problème ici. Comment expliquer que le groupe de bœuf a grossi? Je vous explique. Si vous regardez à gauche ici, ce groupe non inclus, groupe graisse de bœuf uniquement, sans l'huile de lin, ils ont ajouté de l'huile de lin pour leur apporter des oméga 3. Ils n'avaient pas besoin de faire cela avec le bœuf. C'est déjà inclus. Ce groupe aurait été à 1,4% d'acide linoléique. Ceci est une hypothèse. Nous ne savons pas ce qui aurait pu arriver à ce groupe. Le groupe suivant en bleu, graisse de bœuf plus huile de lin, cela apporte 4,4% d'oméga 6. Et regardez combien de poids ils ont gagné, 27,6% de plus qu'à l'origine. Le groupe huile d'olive était à 7,7% et ils ont gagné 37,2% de plus qu'à l'origine. Et regardez le groupe cartame, ils ont gagné 43,2% de plus qu'à l'origine. Cela représente l'équivalent de 30 kilos pour un humain en 3 semaines. La seule différence sont les oméga 6. Ils consomment tous les mêmes calories. Ici, une étude sur les insuffisances cardiaques. Très simple, juste 2 groupes. Un groupe haut en PUFA, ils ont les mêmes nourritures normales de laboratoire avec 20% de tournesol. C'est moins d'oméga 6 que les Américains consomment aujourd'hui en moyenne. Puis il y a un groupe témoin qui a eu une nourriture normale de laboratoire pour 4 semaines pour cette étude. Regardez ce qui est arrivé. En 4 semaines, le groupe qui a reçu l'huile de tournesol a eu 32% des réductions en capacité cardiaque en test d'effort. En 4 semaines de nourriture, ces rats développent une insuffisance cardiaque. Ok, une autre étude. Ici, une alimentation isocalorique avec 40% de graisse. Nourriture comparée avec 4% d'huile de soja et 19% d'huile de soja. Une étude sur 32 semaines, ce qui fait 7,5 mois. Sur la gauche, c'est la nourriture standard, 1,2%. En bas, ce sont les oméga 6. Le groupe d'après reçoit 4% d'huile de soja, ce qui représente 2,2% d'oméga 6. Le groupe 3, c'est 19% d'huile de soja, ce qui représente 10% d'oméga 6. 2.2% linoleic acid, and the third group is 19% soy oil, and that's omega-6, 10% linoleic acid. Aucun sucre. Ils utilisent des bons glucides, ils utilisent du multiple dextrose et de l'amidon. Donc pas de sucre. Bonne étude, propre. Ici, vous pouvez voir le poids qu'ils gagnent. La souris qui a 19% d'huile de soja est 55
4% plus grosses que celles qu'ils mangent normalement. Cela en 32 semaines. Laissez-moi vous donner l'équivalent chez l'humain. Un homme de 86 kg. J'utilise juste mon poids. L'alimentation normale, avec celle contenant 19% d'huile de soja, 10% d'oméga 6, ce qui est moins que ce que les Américains consomment aujourd'hui, cela serait l'équivalent d'un homme de 133 kg en 7,5 mois en mangeant de cette façon. Ils mangent les mêmes calories. Ceux qui prennent 4% et ceux qui prennent 19% d'huile de soja, exactement les mêmes calories. Maintenant, ceci est la même étude. Je n'ai pas inclus toutes les catégories, c'était trop compliqué. Mais ici, le test à la tolérance au glucose montre que l'alimentation avec l'huile de soja induit très rapidement le diabète. C'est la ligne orange en haut ici. Vous pouvez voir qu'après avoir pris le glucose, la glycémie augmente. Ils ont le diabète. Et dans celui en rouge, qui prend l'huile de soja et 25% de fructose, ils sont aussi diabétiques. Mais la courbe verte, c'est aussi 40% de graisse, qui provient de 36,6% d'huile de noix de coco, et seulement 4% d'huile de soja et 25% de fructose. Ils n'ont pas de diabète. Et ici, le test à la tolérance à l'insuline. Vous voyez ici la ligne orange qui est au top. Et celui qui est à 19% d'huile de soja, qui induit très nettement la résistance à l'insuline. Même plus que celui qui a 19% d'huile de soja plus 25% de fructose. Incroyable! Les 25% de fructose protègent d'une certaine façon. Je ne sais pas comment cela marche, mais c'est le cas ici. Et on remarque que les 25% de graisse, ainsi que les 40% de graisse et 25% de fructose dans l'alimentation n'induit pas de diabète ni de résistance à l'insuline. Très bien. Qu'en est-il de leur foie? Vous voyez l'alimentation standard en haut à gauche, un foie en bonne santé. Et dans le B, en haut à droite, c'est juste 36% de coco et 4% d'huile de soja. Ils ont un foie gras. Le F en bas à droite, 19% de soja pour 16 semaines. Ils ont un foie gras. Et sur la gauche en bas, 19% de soja pour 32 semaines. Maintenant, ils ont un foie gras et des tumeurs. C'est vraiment un foie très, très malade. Bien. Qu'en est-il de l'huile végétale et du cancer? L'alimentation contenant 19% d'huile de soja, ce qui est 10% d'oméga 6, moins que ce que consomment les Américains aujourd'hui, en 32 semaines, cela a créé 31 cancers associés à des gènes déréglés, 5 cancers avec des gènes en hausse, 6 cancers avec des gènes inhibiteurs supprimés, et ici le final, 32 semaines avec 19% d'huile de soja, 10% d'oméga 6 apporte cela. Obésité, obésité viscérale, résistance à l'insuline, intolérance au glucose, diabète, foie gras non alcoolique avec tumeur, 31 cancers avec gènes déréglés, l'alimentation avec 19% d'huile de soja était plus mauvaise que celle avec 19% d'huile de soja plus 25% de fructose. Voilà ce que je veux dire en fait. Réellement, ces graisses sont les mêmes? Vous vous moquez de moi? Ceci est une véritable raffinerie d'huile. Je ne peux même pas dire la différence avec une raffinerie de pétrole. Elles se ressemblent. Et ce que je vais dire, c'est que ce sont vraiment des déchets toxiques qui sortent de ces raffineries d'huile végétale. Ce sont des huiles extrêmement dangereuses. Vous savez, les animaux sont divinement sains, sont très bons pour nous. Je vais vous soumettre ceci. Voilà comment je propose la contribution des aliments transformés à l'obésité et des maladies chroniques. Je vais vous soumettre que 80% de cela est conduit par les huiles végétales et les graisses trans. Ils sont ensemble, car les corps gras trans sont dans leurs huiles. Le sucre est en cause pour 15%, les farines blanches les autres 5%. Comment pouvons-nous consommer seulement 1% d'oméga 6, graisse polyinsaturée? Vous connaissez déjà la réponse, d'accord? Pas d'huile issue de graines. Aucune. Pas d'huile végétale. Pas de ces huiles. Pas d'aliments transformés, car ces huiles sont tous dans les aliments transformés. Pas de restauration rapide. Les restaurants cuisinent tous dans l'huile de soja et de canola. Elles sont tous un désastre.
Aussi, mesdames et messieurs, premièrement, je veux dire que cela a été un honneur et un plaisir de vous parler aujourd'hui. J'espère que j'ai pu planter une graine qui va prendre racine et que vous allez commencer à considérer cela et commencer à évaluer cela plus loin par vous-même. Je veux terminer par peindre un tableau de la nutrition dichotomie que je souhaiterais que vous considériez. Et cela est entièrement basé sur la science. Et pour le moment, considérez la nourriture sans supplément vitamines, d'accord? Si vous consommez 100% de votre graisse à partir d'animaux élevés traditionnellement, que ce soit sur terre, dans la mer, dans les eaux fraîches, et vous ne consommez aucun aliment transformé, il est fort probable que vous serez mince et en bonne santé et que vous vivez une longue vie en bonne santé. Vous allez probablement ressembler à un guerrier Maasai. Et si vous n'êtes pas là aujourd'hui, mangez ainsi. Vous commencez dans cette direction. Allez dans cette direction. Sinon, si vous consommez 100% de graisse à partir d'huile polyinsaturée, vous allez rapidement devenir malade avec un métabolisme sévèrement dérangé. Diminuer dans votre enfance, très certainement surpoids et obèse à l'âge adulte, et votre vie sera raccourcie. Vous atteindrez votre fin très rapidement. Et ceci n'a pas d'importance que vous ayez 1 mois ou 90 ans. Ceci est scientifiquement prouvé, mathématiquement démontré, et c'est connu depuis plus de 100 ans. Aussi, je vous demande, quelle graisse vous pensez est bonne? Merci.